Voilà, j'ai très grand plaisir à accueillir Dany Kouyaté, qui est metteur en scène de cinéma et de théâtre, qui est comédien, conteur et musicien, et qui a réalisé parmi d'assez nombreux films. Parmi ceux qu'il a réalisés, je vais en mentionner deux. Un film en 2014, un documentaire sur l'excision des femmes, et une comédie sur des jeunes à Ouagadougou. Il faudrait dire que Dany vient du Burkina Faso. Et il est ici aujourd'hui parce qu'il a réalisé ou co-réalisé avec Olivier Delahaye un magnifique film vraiment splendide que je vous recommande vivement, qui s'appelle Soleil, qui va être très bientôt dans un festival ici. Je vous donnerai les informations à la fin de notre conversation. Et donc nous sommes ici pour parler un peu de ce film. Dany, est-ce que tu pourrais commencer peut-être en nous disant de quoi il s'agit dans ce film? Oui, ça marche? Oui. Bonsoir et merci de me recevoir ici. Je suis très heureux d'être là. C'est un honneur pour moi de parler de mon film et de parler avec vous en général de différents sujets qu'on va aborder. Donc ce film qui s'appelle Soleil est un film un peu sur, on va dire, sur la question de l'amnésie, sur la question de l'amnésie de l'Afrique par rapport à sa propre histoire, et sur la question de l'amnésie en général par rapport à l'histoire. Et c'est l'histoire d'une jeune fille africaine qui a perdu la mémoire et qu'un vieil homme conteur va conduire à travers le temps et l'espace pour l'aider à retrouver en quelque sorte sa mémoire. Donc c'est un peu, cette jeune fille pourrait être considérée comme une métaphore de l'Afrique d'une façon générale aujourd'hui. Voilà en gros. Ok, c'est un film donc aussi sur les rapports entre ce vieil homme entre cet homme qui est griot et cette jeune femme et leur aventure sur la route ensemble. C'est aussi un espèce de road movie. Oui, c'est un voyage à travers le temps et l'espace. C'est une histoire aussi qui parle des rapports de l'Europe et de l'Afrique. On parle aussi un peu de la colonisation, des préjugés que parfois certains savants européens ont pu, malgré leur intelligence, avoir sur l'Afrique et sur les Noirs, et le préjudice que ça a pu porter. Il y a des gens qui combattaient l'esclavage, qui ont en même temps véhiculé des préjugés qui portaient préjudice à leur propre combat, sans se rendre compte. On parle un peu de tout ça. D'accord. Nils, est-ce qu'on pourrait voir le premier clip qui est le générique, l'ouverture du film, où on voit Sotigui, le personnage principal, interprété par... Le personnage principal est interprété par Binda Gazolo, qui est un conteur du Cameroun, mais qui joue en quelque sorte le rôle de mon père, qui aurait dû jouer dans le film, mais qui malheureusement est parti avant le début du tournage. D'accord. Oui. Nils, on peut voir la première séquence ? Soyez bienvenus. Mais pas peur de l'obscurité, vous allez me suivre et je vais vous guider. Je suis un trio. Ma lignée, mon peuple, ma famille, mes pères, mes enfants aussi, nous remontons à l'Empire mandé, en Balafasité, le plus haut de l'empereur Soudia. Je peux monter un peu le son. Non pas à la nuit des temps, mais au temps d'une puissante clarté.
celle de la fierté innocente, de l'honneur incarné, de l'humanité glorifiée. Avec moi, cette idée, vous êtes sûr de vous perdre. Et c'est ça qui est beau. Venez, nous allons procéder par ordre. Ordre et méthode. L'ordre est souvent le chapeau du désordre. Il suffit de le soulever pour saluer quelqu'un, par exemple, et là, on voit la tignasse du désordre. Voilà, merci Nils. Dany, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le choix de ce narrateur griot? Et peut-être commencer aussi par dire qu'est-ce que c'est un griot, pour ceux qui ne savent pas. Oui, pour définir un griot, c'est assez compliqué en peu de temps, dans la mesure où le griot, dans les sociétés orales, le griot, c'est la mémoire vivante du peuple. C'est celui qui était chargé de retenir l'histoire et de transmettre l'histoire. Il avait donc cette fonction encyclopédique d'être le responsable de l'histoire du peuple, de la transmettre de père en fils et de génération en génération. Donc c'était une sorte de bibliothèque vivante, généalogiste, mais il avait aussi une fonction politique, dans la mesure où le griot était le conseiller du roi, et en même temps il était très proche du peuple. Et il était le médiateur et l'organisateur de toutes les cérémonies de la société, les baptêmes, les mariages, les funérailles étaient sous la responsabilité du griot. Il était le détenteur de toutes ces valeurs-là. On peut dire en quelque sorte que le griot, il cumulait en lui tout seul toutes les forces que les médias ont aujourd'hui. C'était l'homme, le communicateur de la société. Et il avait la force que les médias ont aujourd'hui, à tel point qu'on disait parfois qu'il n'y a pas de bons chefs, il y a des bons griots. Il n'y a pas de bon roi, il y a un bon griot. Parce que si le griot était bon, le roi était forcément bon aux yeux du peuple. Parce que le griot, il transmettait le message d'une certaine façon. Mais il est arrivé aussi dans l'histoire que des griots fassent destituer des rois, parce que le peuple n'était pas d'accord avec le roi et le griot, il arrivait à faire pression de façon à ce que le roi s'en aille. Donc il était vraiment très très puissant d'une certaine façon. Et tu es toi-même griot? Oui, on ne devient pas griot, c'est une sorte de caste, hein. On est griot, c'est une question de famille, on est griot ou griotte parce qu'on est né griot. Et donc dans les sociétés traditionnelles, c'est une fonction qu'il fallait assumer, parce que quand tu étais né griot, tu devais assumer cette fonction-là, de retenir ton histoire et de la transmettre, tu n'avais pas le choix. Et donc tu devais être musicien, tu devais être conteur, tu devais être danseur, tu n'avais pas le choix, c'était ta fonction de la société, au même titre que le cordonnier devait faire des chaussures, au même titre que le tisserand devait faire des tissus, au même titre que le forgeron devait maîtriser le feu et construire des outils, et bien le griot il devait maîtriser la parole et il devait la transmettre. Pardon, excusez-moi, est-ce que le son est assez... C'est bon? C'est bon. D'accord. Et je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, je suis allé dans tous les sens peut-être. Si, non, absolument, mais la question suivante que j'avais posée, ou le sujet suivant, c'est qu'il y a un rapport étroit, je crois, pour toi, entre ta fonction de réalisateur, enfin ton travail de réalisateur et le fait des griots, au point où je ne suis pas trop sûr lequel prime sur l'autre. Est-ce que... Il n'y a pas de contradiction. En fait, ça c'est toute la problématique du griot. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit qu'en Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Pourquoi? Parce que, justement, le savoir est sur support vivant et fragile. Le savoir est sur support humain. Ça veut dire que le savoir, il n'est pas sur un support matériel qui peut traverser le temps. Donc un vieillard, c'est une mine de savoir, et s'il meurt et qu'il n'a pas transmis, il part avec ce qu'il avait en lui. Et c'est en ça qu'il y a eu une tragédie chez les griots. Mon grand-père, qui était griot, qui devait transmettre à mon père son savoir avant de partir, il a eu le temps de le faire en partie. Parce que mon père n'a pas été à l'école
moderne, si je puis dire. Il avait le temps de rester à l'école traditionnelle, en ce sens que chez nous, l'école, c'est l'école de ton père. Tu vas à l'école de ton père. Ton école, c'est ton père. Et donc, mon père a suivi son école normale. Donc, il a écouté mon grand-père. Il a pris tout ce qu'il pouvait prendre. Mais moi, je suis allé à l'école moderne. Chez moi, nous sommes les enfants des indépendances, comme on dit chez nous. Quand je suis né, il y avait l'école moderne, l'école française. Et donc, j'allais là-bas, j'apprenais le français, j'ai appris à compter, à lire, à réfléchir, même à rêver en français. Je rêve en français, je réfléchis en français. Je parle dans ma langue, mais je réfléchis en français. Et donc, j'écris mes films en français, mais je les tourne dans ma langue. Et donc, mon père n'a pas eu le temps j'ai pas eu le temps d'aller à l'école de mon père. J'avais pas le temps. J'allais à l'école de mon père quand j'avais le temps. Ça veut dire pendant les vacances. Ou alors quand je pouvais. Donc j'ai été formé à moitié par mon père et à moitié par l'école moderne. Mais ceci étant, j'ai un avantage que mon père, que mon grand-père, on va dire, n'a pas eu. C'est que si mon grand-père avait une caméra, si mon grand-père avait eu la chance de connaître le cinéma, je pense qu'il allait être un fabuleux cinéaste. Parce que c'est un très grand conteur et c'est un technicien de la narration. Parce que ce sont les conteurs, les griots, ils peuvent vous raconter des histoires toute la nuit et vous n'allez pas partir. Mais c'est une technique. Ils ont la technique de la narration et il aurait pu apporter quelque chose au cinéma il avait maîtrisé l'outil cinéma. Mais il n'en a pas eu accès. Et il est parti avec plein de connaissances. Et il avait plein de choses à donner au monde aussi. Et aujourd'hui, moi qui n'ai pas été à l'école traditionnelle, ou qui ai été seulement pour quelques pourcentages pas énormes, je peux avoir la prétention aujourd'hui de donner encore au monde entier les morceaux d'Afrique que j'ai pu récupérer de mon père. Et c'est en ça que pour donner un exemple, j'ai fait mon premier long métrage qui s'appelle Keïta, l'héritage du griot, que j'ai fait il y a environ une vingtaine d'années maintenant, 20-25 ans environ. Ce film-là, il tourne encore aux États-Unis et c'est l'histoire de Soundiata Keïta, l'épopée mandingue. C'est une histoire fondamentale pour les sociétés d'Afrique de l'Ouest. En tout cas, c'est notre histoire fondamentale que j'ai pu mettre en cinéma et que tous les griots racontent en Afrique. Parce que c'est une histoire fondamentale pour nous, et bien moi, avec les brides que j'ai pu le mettre en cinéma et j'ai pu le partager avec le monde entier. Et je suis persuadé que mon grand-père l'aurait fait mieux que moi, finalement, cette chose-là. C'est en ça qu'il n'y a pas de contradiction entre le cinéma et mon travail de griot, d'une certaine façon. Parce que mon grand-père, s'il pouvait, il se serait adressé au monde entier. Et d'ailleurs, le personnage principal du film porte le nom de votre père, Sotigui, oui. Et le film lui est dédié. Oui. C'est quoi le sens de cette dédicace pour vous? Parce que c'est un film qu'on avait écrit pour lui, il devait jouer son propre rôle. Et il est mort avant. Et il est mort avant qu'on puisse récupérer l'argent pour faire le film. Mais ça c'est classique, on n'a jamais assez d'argent pour faire un film. En tout cas pas nous. À Hollywood c'est différent. Mais ce film était écrit pour mon père qui est parti avant, malheureusement. Il y a dans ce film de nombreux niveaux assez complexes. Donc il y a ces voyages dans le temps, il y a des conversations avec Voltaire, avec Hegel, en même temps on est dans l'Afrique moderne. Et puis en même temps il y a des séquences où le personnage principal, Dokamissa, la fille, s'endort. Et donc on a les séquences de rêve qui sont d'un point de vue filmique aussi très très beaux dans ce film. Alors peut-être on va commencer par regarder une de ces séquences quand Dokamissa s'est endormie et qu'elle rêve. Dokamissa, Dokamissa, Dokamissa. Nous sommes venus contre la de l'air, notre ami. Regarde,
Est-ce que vous pouvez commenter un peu la fonction de ces séquences de rêve dans le film et peut-être commenter ce clip-là? Ben, c'est une ironie, c'est un sarcasme un peu, mais c'est le cauchemar, c'est une sorte de cauchemar de Do Kamisa. C'est le cauchemar aussi de l'Afrique, c'est le cauchemar de l'aliénation, c'est le cauchemar de l'exploitation, du système d'exploitation qui a été mis en place depuis l'esclavage, depuis le 7e siècle. Jusqu'à aujourd'hui, qui s'est à chaque fois transformé, mais toujours pour exploiter et marchandiser, si je puis dire, les êtres humains, et dans lequel l'Afrique s'est retrouvée, et dans lequel l'Afrique ne se retrouve plus du reste. Parce qu'il y a un très gros phénomène d'aliénation en Afrique, et aujourd'hui on est complètement à la recherche de nous-mêmes. Moi qui vous parle, on vient de parler des griots, je me dis griot, je me dis griot, défenseur des valeurs africaines, mais curieusement, je suis en train de parler en français au Danemark et j'habite en Suède. Donc c'est ça aussi les réalités. Et donc comment je suis africain, en quoi je suis africain, qu'est-ce qui me reste d'africain, je suis quel genre d'africain, tout ça ce sont des questions qu'on se pose, qui sont des questions ouvertes. Et donc on est complètement à la recherche de plein de choses, et l'Afrique est encore à la recherche de ses équilibres entre son passé et son avenir. Et comment ne pas idéaliser, mais comment ne pas oublier aussi nos valeurs. Et il se trouve qu'on a énormément de valeurs traditionnelles, et pas seulement africaines d'ailleurs, on va dire. Ce sont des valeurs humaines générales, mais qui, comme par hasard, existent encore en Afrique, parce que peut-être que c'est le dernier bastion des endroits où il reste encore un peu de choses anciennes qui sont encore valables. Mais partout, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Mais c'est pour dire qu'il y a des valeurs africaines aujourd'hui qui peuvent encore contaminer l'humanité dans des directions intéressantes. Dans le film, on en parle un peu, des gens comme Nelson Mandela, qui est une icône universelle, s'appuie fondamentalement sur sa perception fondamentalement africaine des rapports entre les êtres humains. Notamment le concept d'Ubuntu, c'est un concept bantou qui dit qu'on n'existe qu'à travers les autres. On n'existe qu'à travers l'autre. Et donc ce concept-là d'Ubuntu, Nelson Mandela et ses amis se sont appuyés sur ce concept-là pour sortir l'Afrique du Sud de l'apartheid en créant les commissions réconciliation et vérité, par exemple. Mais ça, ce sont des choses qui viennent fondamentalement des valeurs traditionnelles africaines. Et Mandela, on retient de lui sa force humaine, mais sa force, il l'a surtout puisée dans ses valeurs fondamentalement africaines. Et ça, on l'oublie souvent. Et l'Afrique a beaucoup de choses à donner encore, mais l'Afrique elle-même n'y croit plus, quelque part. Et c'est ça la tragédie. Donc, au cœur de votre projet, il y a quelque chose comme un fort désir de retrouver une africanéité, c'est ça mais au milieu d'autre chose, au milieu du multiculturalisme. Je pense que de toute façon, on ne peut pas se fermer, ça c'est clair. Il ne faut pas se fermer, on ne peut pas le faire, ça c'est certain. Mais il faut se retrouver. Il faut se retrouver et puis faire le point. Je pense que c'est ça surtout la question. Parce que il y a bien entendu, comme je disais tout à l'heure, les nouvelles technologies, le cinéma, pour moi, comme griot, c'est fabuleux. Je le disais tout à l'heure. Et les nouvelles technologies, comme Internet, quand moi j'allais à l'école de cinéma, au Burkina, on avait un livre de cinéma pour toute l'université. Et on se mettait en rang pour avoir ce livre. Et pour apprendre le cinéma italien et des choses comme ça, mais il fallait faire la queue pour prendre les bouquins. Mais aujourd'hui, on a accès à l'université de Ouaga, on a accès à toutes les données que tous les étudiants du Danemark, des États-Unis, on a accès aux mêmes choses.
Et donc ça, on ne peut pas dire que c'est mauvais. Et donc, on avait une seule caméra. Et aujourd'hui, il y a des caméras partout. Même des gens, ils font des films avec des téléphones portables. Et il y a des choses qui sont naturellement utiles à prendre. La question, c'est toujours, qu'est-ce qu'on fait avec les outils? Est-ce que ce sont les outils qui nous manipulent ou est-ce que c'est nous qui manipulons les outils? Et ça c'est la seule question qui se pose. Si nous sommes maîtres des outils, alors nous allons plier les outils à notre besoin. Et donc en ce moment-là, le griot que je suis pourra faire des films au service de l'Afrique et des films qui s'inspirent de l'Afrique. Mais si la caméra est maître de moi, alors j'aurai tendance à faire des films qui ressemblent à Hollywood, des films qui vont me rapporter de l'argent, des films qui vont aller dans les multiplex et des films qui vont être faciles. Et là, oui, et ça c'est moins intéressant pour moi. Mais je pense que c'est la tendance la plus facile. Ouais. J'aime beaucoup cette manière de présenter le rapport à la caméra et à l'outil. Vous avez parlé de Mandela. On va peut-être regarder la prochaine séquence. Au cours de ces voyages dans le temps, on se retrouve à un certain moment en touriste visitant Robben Island et la cellule de Mandela. Mandela ijaye Mandela est singa. Monsieur Benoît, c'était plus fort que moi. Je suis un griot et je me devais de rendre hommage à Madiba. Vous aussi, vous avez été emprisonné ici? Non, je suis juste un Africain. Et comme tous les Africains, je pense aux années 2000, au conte de fées du prisonnier devenu président. Tout ce que les livres d'histoire retiendront de Mandela. Je l'admire pour cela. Mais ce qui me touche vraiment au plus profond de moi-même, ce sont les vertus qu'il a nommées. C'est fruit d'une éducation africaine. Les mêmes vertus que celles qui animaient la Mizana. Qui ça? La Mizana. Sûrement aucun d'entre vous ici ne sait qui c'était. Non, détrompez-vous, nous ne l'avons pas oublié, loin de là. Alors que l'Afrique allait nous poignarder, en ouvrant des négociations commerciales avec le gouvernement raciste de l'apartheid, il a mis l'égalité raciale comme préalable à toute concertation. Non, je vous assure, je ne l'ai pas oublié. Enfin, quelqu'un qui se souvient de lui, quel bonheur. Je suis content de vous avoir trouvé, mon frère. Vous me réchauffez le cœur. Je commençais à craindre qu'un de nos soleils se soit définitivement éteint. Mais c'est bon, vous embrasser. Voilà, merci. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur la Mizana d'abord, et puis aussi sur cette métaphore qui est au cœur du film, qui est la métaphore de ces hommes soleils? Oui, la Mizana, là aussi, c'est une anecdote. C'est un des nombreux chefs d'État du Burkina Faso que personne ne connaît. Mais j'ai tenu à parler de la Mizana parce que c'était le premier président militaire en Haute-Volta à l'époque. C'était dans les années 66, dans le mouvement des révolutions de 68 et tout ça. Alors il y a eu une vraie révolution au Burkina. Le peuple s'est soulevé et le peuple a fait partir le président. Alors le pouvoir était vacant. Il n'y avait plus de pouvoir parce que le peuple a renversé le... C'est moi qui chante là? Je ne sais pas. Non, j'ai l'impression que c'est les haut-parleurs. À moins que c'est le même système. Ah. Ah, voilà. Oui. Oui. Donc, le peuple a renversé le président et le pouvoir était vacant. Alors, on est allé chercher dans l'armée le plus gradé
pour lui dire il faut que tu viennes prendre le pouvoir parce qu'on n'a plus de chef. Et ça, c'était Lamizana. Et c'était donc le premier militaire au pouvoir chez nous. Mais ce qui est intéressant avec lui, c'est que ce militaire-là, c'était un vrai démocrate. Et en même temps, il y avait d'autres militaires en Afrique, comme Bokassa, comme Idi Amin, comme Mobutu Sese Seko. C'était des vrais dictateurs. Et l'histoire n'a retenu que ces gens-là. Et Lamizana, qui finalement est un militaire exemplaire, n'existe nulle part dans l'histoire. Personne n'en parle, même pas les Africains. Et donc, c'était tout simplement pour souligner le fait qu'on ne met toujours le doigt que sur les mauvais exemples, comme par hasard. Mais nous avons aussi des bons exemples qu'il faut montrer. Ça, c'était juste cette métaphore-là, par rapport à Lamizana. Autrement, lui-même, en tant que personnalité, nous avons poussé la chose jusqu'à le comparer à Mandela, mais il ne vaut absolument pas Mandela, puisqu'il n'est connu qu'au Burkina. Mais pour nous, c'était une sorte de Mandela, parce que c'était un militaire, c'était le premier militaire qui a pris le pouvoir et qui n'en voulait pas vraiment. Et ça, il fallait quand même le signaler. Et donc, dans cette séquence, c'est au moment où le guide signale que lui, oui, se rappelle de qui était Lamizana, que la porte de la prison s'ouvre comme par magie et que le personnage du griot sort de sa prison. Donc, un beau symbolisme, des belles métaphores. Il y a de très très belles métaphores. Ça, c'est votre interprétation de cinéphile. Je l'aime bien. Oui, non, peut-être. Ok, mais c'est mon interprétation de cinéphile. Donc, j'ai perdu le fil de ce que je voulais. C'est pour ça que je l'ai fait. Ouais. Oui, non, mais c'était pour parler encore de l'espèce de diagnostic de l'état d'amnésie qui est problématique, que vous montrez comme problématique. J'ai l'impression, vous dites en quelque sorte dans ce film, le mal du siècle, c'est ça, c'est une espèce d'amnésie par rapport à l'histoire, c'est un problème de mémoire. Oui, ça me paraît évident. Et c'est pour prendre ça vient d'où? Pourquoi est-ce que la tradition a dysfonctionné et d'où vient que nous soyons aujourd'hui dans cet état d'amnésie historique? Je pense que le problème n'est pas spécialement africain, c'est un problème malheureusement universel. Je pense que l'amnésie par rapport à l'histoire est malheureusement un problème général aujourd'hui. Parce que si on prend même ce qui se passe en Europe, la montée des extrémismes et tout ça, c'est lié à l'amnésie. Parce que l'histoire est tellement jeune qu'on ne peut même pas l'appeler l'histoire encore. Malheureusement, on l'a déjà oublié. Tout ce qui s'est passé en Europe, vu la façon dont les choses se passent aujourd'hui, on se demande où est passée la mémoire. Où est passée la mémoire des êtres humains? Et donc cette question-là de la mémoire est une question fondamentale qui se pose beaucoup plus crucialement à l'Afrique, parce que l'Afrique a vécu quand même, il ne faut pas l'oublier, 13 siècles de domination et d'asservissement. Pendant 13 siècles, depuis le 7e siècle jusqu'aux alentours à la moitié du 18e siècle, l'Afrique a été asservie et dominée. L'esclavage a commencé avec les Arabes, avec les marchands arabes, depuis le 7e siècle. Et ça a continué jusqu'à la moitié du 18e siècle, avec le commerce triangulaire et tout ça. Et pendant presque 1000 ans, on a asservi un peuple. Et aujourd'hui, on oublie des fois que quand on prend l'Atlantique ou la Méditerranée, je ne sais même plus comment elle s'appelle cette mer, où les gens vont mourir pour venir en Europe, ce sont des dizaines, des centaines de gens qui prennent des bateaux pour venir chercher à manger ici et qui meurent dans la mer aujourd'hui. Mais il y a 400 ans, c'est 7 millions de gens qu'on a attachés dans des bateaux pour faire le même chemin, pour qu'ils viennent travailler ici gratuitement, enchaînés.
Et ça, on l'oublie. On oublie qu'il y a des millions de gens qui ont fait le même chemin, enchaînés, pour servir les gens ici, sans être payés. La mémoire, elle est où? Qui est au courant de ça aujourd'hui, parmi les jeunes qui ont 20 ans? Posez la question à des jeunes de 30 ans aujourd'hui. C'est quoi l'esclavage? C'est quoi l'histoire de l'esclavage? Même en Afrique, on ne le sait pas. Et l'Afrique elle-même n'a pas résolu son problème avec l'esclavage, si on veut parler de mémoire. Parce que l'Afrique elle-même est complice, a été complice de la traite de ses propres fils. Et l'Afrique a du mal avec ça. L'Afrique a du mal à ouvrir cette page-là. Et tant que ces pages de la mémoire ne vont pas être ouvertes pour que on se fasse notre catharsis générale, je pense que le problème ne sera pas résolu quelque part. Donc la question de la mémoire, c'est une question fondamentale, je pense. Et sans doute liée à celle des outils aussi. Absolument. Mais peut-être vous pouvez expliquer ça mieux. Non, je suis pas certain, pas certain, mais oui, non, mais parce que nos mémoires sont confiées à d'autres supports, sont transmises par des outils qui sont Internet, cinéma, etc., et que ça configure une certaine forme de mémoire. Oui. Puis vous intervenez là-dedans avec votre médium à vous, vos médiums à vous. Absolument, je suis d'accord avec ça. Est-ce qu'on pourrait regarder maintenant parce que c'est un film qui est fortement critique, mais aussi qui est fortement optimiste. Et je voudrais que maintenant qu'on regarde un autre rêve d'Okamisa, et qui est peut-être au cœur du film, donc ce rêve. Je ne le crois pas. Je résiste à cette pensée en me disant, Sotigi, sois raisonnable. Tu n'as pas encore tout essayé. Et je reprends le combat. Encore et toujours. Donc voilà, je suis jamais parti. La méfiance n'a jamais rapproché les gens. Soit l'explosion de Dieu, beaucoup de monde. Non, Dieu m'a parlé ça. Hier, demain, encore et toujours. Bientôt le nuage va passer par ici aussi. À moins que... Oui, mon ami.
Voilà, merci. Donc vraiment, je trouve très belle séquence du point de vue des images. Il y aurait beaucoup de choses à commenter. Je vais juste en soulever une. Donc à l'issue de ce rêve, Dokamisa se trouve enceinte. On découvrira plus tard enceinte de jumeaux. Je trouve très beau dans votre film les métaphores qui travaillent, qui créent des images. Et il y a beaucoup de métaphores qui se nouent ici. Mais je trouve particulièrement beau que ce film sur la transmission d'une culture, d'une mémoire, ici passe par l'alternance masculin-féminin. Et que cette transmission se fasse d'un homme plutôt âgé, griot, à une jeune femme. Et ensuite une jeune femme qui va donc donner naissance. Donc c'est la signification du principe féminin qui m'intéresse. Oui. D'abord, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit juste avant par rapport à l'optimisme. Et je pense que c'est très important, l'optimisme, de toute façon. Je pense qu'il est très important d'être optimiste et d'être positif, dans la mesure où moi je considère que l'optimisme est une arme. C'est une arme de combat. Et c'est une arme qui est beaucoup plus forte que le pessimisme ou le défaitisme, quoi qu'il en soit. Et donc, quelle que soit la difficulté du sujet, je pense que si on est optimiste, et si on a une position optimiste, on est forcément en meilleure position pour y arriver. Et donc, c'est pour ça que je cherche dans tout ce que je fais la fenêtre par laquelle je vais passer pour finir sur un ton optimiste, si je peux dire ça comme ça. Donc pour revenir à la transmission par la femme, en effet, pour moi c'est symboliquement très fort que la transmission passe par la femme et que ça passe en plus par une jeune femme. Dans la mesure où dans nos sociétés, je vais parler de l'exemple du Burkina, qui est mon pays que je connais mieux. Il y a quand même l'activité économique au Burkina Faso est à 75%, disons même plus, 80% basée sur le système informel, on va dire. C'est-à-dire que c'est l'économie informelle. Et les petits vendeurs, enfin, ceux qui ne payent pas les taxes, quoi, en gros. Et donc, cette économie-là est maîtrisée par les femmes. C'est-à-dire que 75% de l'activité économique est maîtrisée par les femmes. Et les femmes elles doivent prendre leur place. C'est-à-dire que si les femmes ne prennent pas leur place, il y a un hiatus dans le fonctionnement du système. C'est-à-dire que si on n'accorde pas aux femmes leur place, si elles ne la prennent pas, il y a quelque chose qui ne peut pas fonctionner. Parce qu'on ne s'appuie pas sur c'est comme si on a un engin qui ne s'appuie pas sur son moteur, d'une certaine façon. Et donc c'est pour ça que c'est très important. C'est pour ça que j'ai aussi fait ce film dont vous avez parlé, mon dernier film documentaire, qui n'est pas un film sur l'excision, puisque je parlais des mutilations génitales, mais ce n'est pas un film sur les mutilations génitales, mais c'est un film sur la reconstruction après les mutilations génitales. C'est un film positif. Parce qu'il y a beaucoup de combats aujourd'hui contre les mutilations génitales. C'est une porte qui est déjà ouverte. Tout le monde a compris que ce n'est pas bon, qu'il faut l'arrêter. Maintenant, il y a des gens qui se battent pour que les femmes qui ont été mutilées retrouvent leur intégrité. Il y a des médecins qui ont mis en place, là je fais digression, là. C'est pas grave. Une bonne digression. Il y a des médecins qui ont mis en place une chirurgie pour remettre en place les clitoris des femmes. Et donc il y a des femmes qui aujourd'hui peuvent réclamer leurs membres qu'on leur a volés en quelque sorte. Ce n'est pas une question de plaisir, c'est une question d'être entière. Il y a des femmes de 70 ans dans mon film qui disent « je veux aller remettre mon clitoris en place, comme ça au moins je vais mourir entière ». Et c'est ça la question. Ce n'est pas une question de plaisir. Et quand on parle de reconstruction du clitoris aux hommes, tout de suite,
C'est la question du plaisir qui vient dans leur tête. Ah tiens, elle veut retrouver le plaisir. Mais ce n'est pas seulement de ça. Et, évidemment, le plaisir est un droit, mais ce n'est pas seulement de ça qu'il est question. Et donc ce film fait un peu l'apologie de cette chirurgie pour que les femmes se reconstruisent d'une certaine façon. Ça, c'était juste pour parler du côté positif. Et ça fait que j'ai perdu votre question. C'était, vous y répondiez en même temps, en fait. C'était aussi une partie en réponse. Non, c'était sur la place du féminin, du principe féminin, la transmission vers une jeune femme. C'est ça. Et donc, je pense que c'est très important de Camissa, que cette jeune femme amnésique, à la fin du film, non seulement elle retrouve ses esprits, mais elle a des jumeaux. Et elle est seule avec ses jumeaux, et le père, il s'est barré, comme souvent ils font les pères. Et quand ils ne veulent pas assumer. Et donc elle dit non, j'assume, je m'occupe de mes enfants et je gère la situation. Elle prend les choses en main. Et symboliquement, pour moi, ce sont des provocations utiles, d'une certaine façon. J'avais beaucoup de questions encore à vous poser, mais je vois l'heure qui avance et je voudrais quand même qu'on ait le temps d'un dialogue avec le public. Donc je vais m'arrêter là et donc on va continuer avec à peu près 5 minutes de questions. On n'a pas vraiment le temps pour beaucoup plus malheureusement. Voilà, il y en a une au fond là-bas. Attendez. Soleil, voilà. Vous pouvez répéter. Ma question, c'était juste pourquoi soleil au pluriel. Merci. En fait, on a mis soleil pour dire que dans tous les peuples, il y a des hommes comme ça qui sont lumineux. Ce sont les soleils. D'autres appellent ça des stars, des étoiles. Mais nous, on appelle ça des soleils. Dans ma langue, pour dire étoile, on dit soleil. Pour dire une star, on dit un soleil. Donc j'ai voulu utiliser cette métaphore du soleil beaucoup plus que de la star. Et donc il y a des soleils en Europe comme Hegel, comme Voltaire, qui sont des grands hommes, des grands penseurs. Et l'Afrique a aussi ses soleils, et Mandela en est un, je pense, et on a aussi beaucoup de vieux soleils qu'on ne connaît pas, et on a envie, le film appelle un peu à visiter aussi les soleils africains et puis avoir un peu leur lumière. Et c'est un peu ça. D'abord, est-ce que vous parlez bien le danois? Ah, absolument pas. Ah bon. Mais moi, je suis curieuse pour ce mot griot. Je pense un peu au troubadour, qu'on dit aussi en danois, ou le hofnar. Non, ça vous ne savez pas peut-être, mais c'était le roi qui avait un fou qui était aussi un sage. Alors, qu'est-ce que ça peut correspondre dans notre culture griot? Mais je pense que le griot, une des fonctions du griot peut être plus ou moins assimilable à ce que vous appeliez troubadour. Et pas seulement ici au Danemark d'ailleurs, je pense que dans plusieurs pays européens, il y avait ces sortes de troubadours qui parfois, quand on parle de griot, parfois ça évoque le troubadour. Mais l'aspect troubadour n'est qu'une petite fonction du griot, on peut dire comme ça. Il avait effectivement cette vocation d'être proche du roi et aussi de l'amuser parfois. Mais les griots, ils allaient aussi à la guerre et ils allaient à la guerre avec leurs paroles seulement. Ils n'étaient pas armés, ils étaient derrière les guerriers et ils les incitaient au combat. Et donc ils mouraient en parlant. Et je pense que les troubadours européens, ils n'auraient pas osé ça quand même. Il faudrait peut-être dire aussi, dans le contexte de ce qu'on a dit avant, qu'il y a aussi des griottes. Oui, absolument. C'est important. Oui. Les femmes étaient des griottes et en général les hommes griots étaient des instrumentistes et les femmes étaient des cantatrices et chantaient. Il y a une question aussi ici.
Oui, merci pour votre commentaire. Et moi, je voulais savoir, le mot esclave, il vient de quel mot et qu'est-ce que ça signifie en réalité? Ça, c'est une question que moi, je ne peux pas répondre. Non. Le mot esclave, d'où il vient, je pense qu'il faudrait peut-être poser cette question aux historiens. Okay. C'est un mot français, esclave, d'où ça vient? Peut-être que vous pouvez m'aider. Non, non. Bon, dans ce cas, est-ce qu'on ne pourrait pas, l'Afrique qui a subi beaucoup de, je sais pas, d'injustice dans cette histoire et qui ne sait pas vraiment ce que le mot signifie, est-ce que ce ne serait pas peut-être bien pour l'Afrique elle-même de trouver un autre mot à cela? Oui? Non, je réfléchis à votre question. Ben, qu'est-ce que ça changerait de trouver un autre mot? C'est ça que je me demande. Est-ce que vous pouvez me dire ce que ça changerait de trouver un autre mot? Peut-être que je comprendrais mieux. Ça fait des générations que l'Afrique s'appuie sur cette histoire d'esclavage et on n'avance pas. Et on continue de parler d'esclavage au lieu de chercher à en sortir. Non, mais est-ce que si vous changez le mot, vous allez en sortir? Oui, mais pour que ça donne un autre sens quand même. Comme quel sens, par exemple? Bon, parce que l'esclavage, même moi, je le vois comme le mal. Mais ça, tout le monde le voit comme le mal. Pas en réalité. Excusez-moi, mais... Je crois que beaucoup trouvent que c'est normal. C'était normal. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Bon... Je ne sais pas, mais... Ah ben si vous ne savez pas, je suis désolé. Bon, pourquoi continuer à parler de l'esclavage ou alors elle existe toujours sous une autre forme? Mais si elle existe sous une autre forme... Mais ça c'est intéressant. Je pense que là, ce que vous dites, c'est intéressant. Que la question de savoir si l'esclavage existe sous une autre forme, ça c'est une question absolument pertinente qui peut être ouverte. Mais la question les autres questions avant, je ne voyais pas trop de quoi vous vouliez parler. Il y avait plusieurs mains levées. Est-ce qu'il y en avait qui étaient par rapport à cette question? Pour continuer. Niels, tu peux donner... Bon, c'est à propos du mot esclave. Je crois que ça vient de slave, qui veut dire... qui est un peuple européen, n'est-ce pas, qui étaient les esclaves de l'Antiquité, les esclaves des Romains. C'est curieux, mais je ne... Vous parlez du mot esclave, là, c'est ça? Oui, c'est l'origine, quoi. L'origine, oui. 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 Ok. D'autres questions? En changeant de sujet, voilà, je crois que monsieur était d'abord, ensuite là-bas. C'est relativement simple. Est-ce que vous avez dans votre famille un futur griot, votre fils? Et si oui, sera-t-il un bon griot? Et pourquoi? Pourquoi pas? Ben, je pense que le griot, il peut pas se déclarer bon lui-même. Votre père pensait-il que vous étiez un bon griot? Malheureusement, il n'est pas là pour répondre à votre question. Mais je pense que votre question, elle est intéressante parce que je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, ce n'est pas tellement le statut du griot, mais c'est sa fonction. C'est la fonction que le griot assumait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, être griot, d'un point de vue puriste, si je puis dire, c'est sans intérêt. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est la fonction du griot. Aujourd'hui, il y a beaucoup de nouveaux griots, on va dire, entre guillemets. Beaucoup de gens qui assument cette fonction-là, de défense des valeurs et de transmission des valeurs par tous les moyens possibles. Tous ces gens-là, ce sont des nouveaux griots. Et ça, c'est intéressant. Je pense que la fonction qui était celle du griot de défense et de transmission de nos valeurs, il y a plein de gens en Afrique qui le font aujourd'hui, qui n'auraient pas pu le faire dans le passé parce que cette fonction-là était une exclusivité liée au système d'organisation sociale traditionnel. Ils sont dans les médias, les griots. Aujourd'hui, maintenant, on peut dire que tous les journalistes sont des nouveaux griots, et parfois des mauvais griots, parce qu'ils sont souvent les griots du pouvoir, justement.
Le griot est-il du côté du pouvoir ou contre? Ça dépend des griots. Ah bon. Ça change. Oui, absolument. Dernière. Oui, je crois une dernière question et ensuite on va s'arrêter. Et... Merci pour votre film émouvant, éveillant, mais vous aviez parlé d'Ubuntu, et là où vous habitez en Suède, où nous habitons au Danemark, est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose qui ressemble à Ubuntu? En me référant que le Danemark est le premier qui a plus d'associations, 87 syndicats dans le monde. Ubuntu, ça peut... Oui, je dis que Ubuntu, ça vient du Bantou, mais je suis persuadé que c'est une valeur universelle. Cette notion-là, c'est une valeur humaine et les valeurs fondamentales sont universelles. Les valeurs fondamentales humaines sont universelles. Il se trouve que, vous savez, moi j'ai été parfois dans des campagnes profondes en Europe, dans des montagnes européennes éloignées, et je retrouvais parfois des vieux qui ressemblaient drôlement à mon grand-père. Dans leur attitude, dans leur ironie, dans leur façon de parler, dans leur façon d'être généreux. Et je pense qu'il y a des valeurs qui sont universelles. Comme je disais tantôt, il y a encore des endroits de la planète où ces choses-là existent, mais il faut ouvrir les yeux là-dessus. Mais partout, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Maintenant, si vous me posez la question de savoir si les valeurs Ubuntu existent ici, au Danemark, il y a plein de Danois autour de vous, c'est à eux que vous devez demander. En tout cas, ça existe, puisque Ubuntu, c'est l'humanisme. Ubuntu, c'est une personne, un homme. Quand vous êtes intègre, vous êtes humaniste. Il y en a aussi beaucoup de Danois qui existent à travers les autres. Il y en a partout. Je suis d'accord avec vous. Toutes ces associations. Je suis absolument d'accord avec vous. Mais Ubuntu, c'est que les gens ne veulent pas lâcher. C'est cet égoïsme encore qui fait que l'Ubuntu disparaît. Oui. Voilà. Malheureusement, il va falloir qu'on s'arrête, mais avant de remercier Dany, je voulais vous signaler d'abord le festival de films francophones dont vous avez le programme derrière vous. Il y a des programmes dans la salle quelque part et vous avez le programme en ligne, donc il y a les 7 films que vous voyez et surtout donc la date de jeudi 26 mars et samedi 28 mars pour la projection à la Cinémathèque du film Soleil de Dany que donc je vous recommande fortement. Voilà, c'est l'heure de la pause, mais Dany, merci beaucoup à vous. Merci.